Bonjour à toutes et à tous. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Très honorée d'être avec vous aujourd'hui sur une thématique qui évidemment est extrêmement précieuse pour la direction générale de la cohésion sociale que je dirige, parce qu'elle est au cœur vraiment de ces politiques. Je ferai une introduction assez générale pour peut-être brosser quelques enjeux qui nous importent à la DGCS et qui nous importent de travailler évidemment avec vous. Peut-être pour revenir sur l'année 2022 et indiquer que cette année, évidemment, est marquée par des conséquences économiques de la guerre en Ukraine, caractérisée par une inflation dans l'ensemble de l'Union européenne, avec une hausse des prix, vous le savez toutes et tous, notamment des denrées alimentaires, qui renforcent encore davantage la vulnérabilité des personnes en situation de précarité et génère de ce fait de nouvelles tensions pour l'organisation et le fonctionnement des structures associatives engagées dans la lutte contre la précarité alimentaire. Le contexte de la crise sanitaire avait mis en évidence, et je veux aussi le rappeler ici, la remarquable résilience du tissu associatif et tous les efforts que nous avons menés ensemble dans le cadre du comité de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire, le COCOLUPA, que nous avons monté à l'occasion de la crise sanitaire, que j'y reviendrai tout à l'heure, a vraiment permis à la fois de faire valoir toute l'énergie, la résilience du tissu associatif, mais a aussi mis en avant toutes les marges de progrès qui nous importe de mener pour ce système de lutte contre la précarité alimentaire. Avec, et j'ai envie de faire, parce que c'est une introduction, quelques retours aussi en arrière, quelques éléments que je voulais redonner pour aussi redonner un cadre, un historique de cette lutte contre la précarité alimentaire vue de l'État. En peut-être rappelant d'abord qu'il s'agit d'une politique extrêmement interministérielle, pilotée par la Direction générale de la cohésion sociale, mais qui concerne également le ministère évidemment de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement notamment. Avec une politique qui a beaucoup évolué ces 15 dernières années, une politique qui est désormais ancrée dans le Code de l'action sociale et des familles, puis la loi Egalim de 2018. Peut-être 3 étapes importantes qu'il nous faut rappeler. La première étape, vous l'avez certainement en tête, mais c'est la loi de modernisation agricole de 2010, qui donne à l'aide alimentaire un véritable statut juridique et qui permet la reconnaissance de l'aide alimentaire et l'encadrement des associations avec des conditions à respecter pour les associations, notamment en matière de sécurité des aliments, et puis tout un dispositif de contrôle sur place qui est mis en place. Deuxième étape importante, c'est la loi Garot, évidemment, de 2016 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui prévoit une obligation pour les magasins ayant une surface de plus de 400 m² de passer une convention de don avec des associations habilitées pour la reprise des invendus alimentaires encore consommables et qui interdit, vous le savez, de rendre impropres à la consommation les invendus. Troisième étape, la loi Egalim de 2018 qui opère un transfert qui est vraiment important entre le code rural et pêche maritime vers le code de l'action sociale et des familles, de la lutte contre la précarité alimentaire, et donc il lui reconnaît finalement un rôle dans la lutte contre la pauvreté, puisque la lutte contre la précarité alimentaire devient vraiment de ce fait un véritable objectif politique, encore une fois, de lutte contre la pauvreté. J'ai fait un petit cadrage historique qui me semble bien important, même s'il est rapide, mais il me semble important dans une deuxième partie de mon propos de rappeler aussi quels sont les objectifs de la lutte contre la précarité alimentaire. Avec, on peut le dire déjà, la lutte contre la précarité alimentaire qui permet évidemment de sécuriser quantitativement et qualitativement l'accès aux denrées alimentaires et biens de première nécessité, on est assez large en réalité, des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que le principal dispositif soutenu par l'État, qui est l'aide alimentaire, est majoritairement mis en œuvre par le réseau associatif, mais aussi par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, avec finalement, et c'est pour ça que je veux parler de différents objectifs, une grande diversité finalement de dispositifs mis en place. Vous connaissez ça par cœur, on a à la fois la distribution de denrées, mais aussi de plus en plus
le développement de dispositifs comme les épiceries sociales et solidaires. Mais en tout état de cause, quels que soient les dispositifs, ce qu'on dit beaucoup à la DGCS, et je pense que ça rejoint évidemment vos préoccupations, c'est que tout ça ne peut se faire qu'avec un accompagnement social extrêmement fort. C'est pour ça que l'objectif de la lutte contre la précarité alimentaire, c'est évidemment aussi à la fois l'accès aux denrées, mais fondamentalement un accompagnement social global qui doit être aussi pourvu derrière. Avec, je rappelle juste, une politique de la lutte contre la précarité alimentaire qui est financée par l'État, donc sur le programme que je pilote à la Direction générale de la cohésion sociale et qui est également financé par les fonds européens, donc ce qu'on appelle maintenant le FSE+, et qui est financé également par les collectivités et les acteurs associatifs. Juste un mot pour avoir au moins un ordre de grandeur en tête. Au titre du projet de loi de finances 2022, ce sont presque 57 millions d'euros qui sont dévolus au financement de la lutte contre la précarité alimentaire, sur les fonds nationaux, sur les fonds du FSE+, donc les fonds européens, juste un ordre de grandeur aussi, sur la programmation 2021-2027, ce seront 582 millions d'euros qui seront mobilisés au titre des fonds européens. Il y a aussi des fonds européens qui sont gérés par ma direction. Peut-être dernière partie de mon propos, c'est l'enjeu, et je pense que ça va beaucoup vous occuper là aujourd'hui, et j'aurais voulu vraiment rester tout l'après-midi avec vous, parce que c'est vraiment l'enjeu de qu'est-ce qu'on, compte tenu de la crise sanitaire, compte tenu de la crise en Ukraine, compte tenu aussi d'un bascule d'un certain nombre de personnes dans la précarité alimentaire, parce qu'on a vu plein de nouveaux publics aussi arriver à l'occasion de la crise sanitaire, il y a un véritable évidemment enjeu de transformation de l'aide alimentaire. Et moi je dis souvent, on a une responsabilité de rendre notre système de lutte contre la précarité alimentaire en France beaucoup plus robuste, beaucoup plus intelligent, avec des limites de notre système actuel qui tient à la forte dépendance aux dons et aux denrées financées par les fonds européens. Une autre limite qui est aussi les faibles possibilités de favoriser une alimentation favorable à la santé. Troisième peut-être difficulté de notre système, c'est que finalement il agit assez peu sur la prévention, en termes de prévention de l'insécurité alimentaire. On a aussi, on le voit, un gros impact dès qu'on a une crise, qu'il s'agisse de sanitaire, géopolitique ou climatique. On a un fort impact sur notre système de lutte contre la précarité alimentaire. Et puis enfin, notre système ne nous permet pas d'avoir aussi une mesure de l'impact environnemental véritablement de notre système de lutte contre la précarité alimentaire. Avec, je le disais, donc aussi un système de lutte contre la précarité alimentaire qui n'a pas forcément pris l'ampleur de toute l'évolution des profils des personnes qui sont arrivées suite à la crise sanitaire dans notre système de lutte contre la précarité alimentaire. Donc on voit beaucoup de choses qu'il nous faut travailler évidemment complètement ensemble. C'est pour cela qu'on a mis en place d'ailleurs le fameux Cocolupa à la Direction générale de la cohésion sociale. On l'a mis en septembre 2020. Moi, j'ai souhaité le mettre en place, je l'ai proposé au ministre, parce qu'au ministre au pluriel, on avait logement, on a toujours logement, solidarité, santé dans la boucle, et agriculture bien sûr. J'ai souhaité le mettre en place parce qu'on avait tout simplement besoin d'un lieu où on met toutes les têtes de réseau évidemment, et l'ensemble des ministères concernés, et les collectivités locales aussi, et le CAS aussi. Donc voilà, on avait besoin de ce lieu pour pouvoir échanger et encore une fois commencer à transformer ce système d'aide alimentaire avec, vous savez, dès juillet 2021, on a tous ensemble décidé de mettre en place, de rédiger et de penser un plan d'action pour la transformation de l'aide alimentaire et de la lutte contre la précarité alimentaire. Donc on a tout un tas de groupes de travail qui sont mis en place avec certains d'entre vous évidemment, avec pas mal de collectivités locales. À noter par exemple que France Urbaine a envoyé une dizaine de villes qui participent à ces groupes de travail. Donc l'idée est vraiment d'être complètement inspiré et nourri de ce qui se passe sur les territoires. Ce n'est pas des groupes de travail hors sol, c'est vraiment voir sur le terrain ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut travailler en matière de gouvernance. On n'est probablement pas allé jusqu'au bout du chemin sur la gouvernance locale en termes d'aide alimentaire, sur la question des approvisionnements, on a de gros enjeux.
sur la question de l'alimentation en tant que déterminant de santé et sur la participation des personnes concernées. On a là aussi des enjeux évidemment importants. Donc on le voit, le Cocolupa, enfin peut-être que je le vois moi, c'est un lieu vraiment qui doit être complètement approprié par chacune et chacun d'entre vous pour travailler sur tout cela, avec une première étape là, qu'on a aussi évidemment identifiée, qui est le fait qu'il faut qu'on puisse se doter d'outils aussi pour mieux caractériser la précarité alimentaire et les parcours des personnes en situation de précarité alimentaire. Et pour la première fois en 2022, la France dispose de statistiques annuelles sur l'aide alimentaire que les ménages français reçoivent. Le portage de repas, les colis ou les denrées, les épiceries sociales, les bons alimentaires, la distribution gratuite ou de repas à 1 € au Crous, tout cela va être pris en compte dans ces 10 statistiques annuelles dont on va disposer en 22, avec les résultats qui seront publiés, alors sauf erreur de ma part, c'est demain par l'INSEE. Demain, le 28 juin, avec des éléments de compréhension qui seront accompagnés de tous ces éléments statistiques et des éléments d'analyse qui me semblent extrêmement intéressants, je pense, à partager aussi dans le prochain Cocolupa de l'automne. Voilà, on le sait évidemment, transformer l'aide alimentaire, c'est aussi prendre en compte la complémentarité des formes d'accès à l'alimentation, et c'est un enjeu extrêmement intéressant, important, qui est mis en place aussi dans le contexte des travaux dont je parlais dans le Cocolupa. C'est la question de voir comment est-ce que épicerie sociale, distribution de denrées alimentaires, comment est-ce qu'on rend tout cela complémentaire, avec toujours une approche très territoriale auquel je tiens, mais on a du mal à y venir aussi. C'est comment est-ce qu'on cartographie un petit peu plus aussi ce qui se passe sur les territoires. Bon, on n'est pas encore, je trouve qu'il y a une marque de progrès aussi par rapport à cela, mais ça rejoint la question de la gouvernance, la question des systèmes d'information, la question des statistiques, tout ça, vous voyez, est extrêmement lié évidemment. Les travaux et les échanges prévus cet après-midi, je sais, devraient apporter une vision large par rapport à tout cela, par rapport aux objectifs de lutte contre la précarité alimentaire. Mais je voudrais évidemment, pour conclure, peut-être vous dire un mot de l'annonce qui a été faite dans le cadre de la campagne présidentielle de mettre en place un chèque alimentaire durable, parce que tout ça s'inscrit dans une actualité forte, donc il faut qu'on en reparle, avec Elisabeth Borne qui a confirmé la mise en place de ce chèque alimentaire prochainement, sans qu'il y ait de date complètement arrêtée, mais peut-être pour vous dire qu'on en a déjà parlé avec certains et certaines d'entre vous. L'idée, c'est vraiment que ce chèque alimentaire durable, dont le contour n'est pas complètement défini à ce stade, doit s'inscrire complètement dans tout ce que je viens de dire auparavant. C'est-à-dire que c'est un outil parmi d'autres, mais qui doit complètement être complémentaire de ce qui existe déjà, et qui vise à plusieurs objectifs que je me permets de rappeler: tendre vers l'élimination de la précarité alimentaire, faire de l'alimentation un levier de meilleure santé, donc il y a vraiment un enjeu de santé, préserver les ressources naturelles et tisser le lien social consubstantiel entre l'activité de nourrir et de se nourrir, et c'est tout le rôle aussi des agriculteurs en la matière. Donc c'est vraiment tout cela que je voulais rappeler auprès de vous, en vous disant encore une fois que cela sera travaillé entièrement avec vous dans une idée, encore une fois, de complémentarité de l'ensemble des dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire, qui est un objectif auquel on croit tous beaucoup. Et encore une fois, très très bons travaux pour cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci d'avoir pris sur votre temps, que j'imagine très compté, compte tenu de tout ce que vous avez à faire, manifestement. Donc je passe maintenant la parole à Laurence Champier, des banques alimentaires, directrice fédérale des banques alimentaires, c'est ça que j'ai lu sur le programme. Voilà. Non seulement je passe la parole, mais je vais passer le micro. Merci beaucoup. Fédérale, oui, parce qu'on est une fédération d'associations, donc voilà, on y tient beaucoup à ce travail co-construit avec tous nos partenaires et nos banques alimentaires. Donc les banques alimentaires, en quelques mots, hein, c'est aujourd'hui 110 implantations locales. C'est-à-dire quand on parle des banques alimentaires, souvent on voit la grosse machine, ou l'idée qu'on peut en avoir, mais c'est avant tout des hommes et des femmes, beaucoup de bénévoles, 7000 bénévoles qui sont aujourd'hui engagés dans ce projet associatif et répartis partout sur le territoire, y compris dans les territoires ultramarins.
Et j'ai même le plaisir de vous annoncer qu'on a une banque alimentaire, une nouvelle banque alimentaire qui fait partie de notre réseau, AMI en Nouvelle-Calédonie. Et on essaye de développer des partenariats partout où c'est nécessaire. Notre projet associatif, il est né il y a près de 40 ans, avec un constat très simple. Les associations de terrain accompagnaient les personnes qui rencontraient des difficultés, mais c'était très difficile de faire de l'aide alimentaire, de prendre du temps et de l'énergie pour aller chercher des denrées alimentaires. C'était compliqué aussi parce qu'il faut de la logistique, il faut des ressources humaines, il faut des entrepôts. Et donc, 5 associations se sont réunies, ont décidé de créer les banques alimentaires. Et donc, on a vraiment dans notre projet associatif cet ADN d'avoir été créé par des associations et pour des associations. Et ça, je crois que c'est très important de le rappeler. Aujourd'hui, c'est plus de 5700 associations, centres communaux d'action sociaux ou épiceries sociales qui sont membres de notre réseau, avec une particularité aussi, c'est que 50% de ces associations sont des associations indépendantes. Donc on a les grands réseaux associatifs qui sont partenaires de notre réseau de banques alimentaires, mais c'est avant tout souvent des collectifs de citoyens, des initiatives locales, et donc des personnes qui se sont mobilisées, qui ont décidé de rejoindre le réseau des banques alimentaires en tant que partenaire. Madame la directrice générale parlait de l'augmentation de la précarité. Nous, on a vu avec la crise Covid quand même une augmentation de plus de 10% des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire ces 2 dernières années. Les premiers chiffres ne sont pas malheureusement très encourageants sur le premier trimestre, puisque c'est plus de 4% les 3 premiers mois de l'année en comparaison à ceux de l'année dernière. Et donc, évidemment, cette crise sanitaire, l'inflation, elle modifie à la fois la perception qu'on a de notre mission, mais elle modifie aussi la manière dont on doit le faire. Et ça, je pense que le Cocolupa nous aide en ce sens, c'est qu'en mettant tous les acteurs autour de la table, on partage, on échange, et surtout on se rend compte qu'il n'y a pas une forme d'aide alimentaire, mais des formes d'aide alimentaire, et qu'on est absolument complémentaires, tous ensemble, avec parfois des solutions de masse, parce que quand on accompagne aujourd'hui 5,5 millions de personnes en situation de précarité alimentaire, et là je parle des grands réseaux, mais qu'on sait qu'il y a 8 à 9 millions de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire en France, eh bien nous n'avons pas la prétention d'être la solution, évidemment. Il y a des solutions à l'aide alimentaire, et ça c'est important de le souligner. Les banques alimentaires apportent, en tout cas c'est quand on interroge les personnes qui viennent dans nos associations, sur combien dans leur budget les banques alimentaires leur apportent de produits en équivalent d'euros, c'est 92 € en denrées alimentaires et en produits non alimentaires qui sont chaque année distribués. Alors, les banques alimentaires, je vous le disais, elles existent depuis 40 ans, et pour autant, alors évidemment, on se pose des questions sur notre modèle. Et l'an dernier, à la suite de la crise Covid, on a décidé de faire évoluer la charte des banques alimentaires, avec 2 évolutions majeures. Un qui répond déjà en petite partie sur la nécessité de ne plus être aussi dépendante du don. Eh bien, c'est d'ouvrir la charte aux achats, et comme ça pouvoir déjà entrevoir ce que pourrait être le soutien, notamment aux filières agricoles locales. Et puis la deuxième grande évolution de notre réseau, c'est la distribution directe. Vous en parliez à l'instant, c'est vrai qu'il y a des zones aujourd'hui où il n'y a pas de solution, où il n'y a pas d'association. L'aide alimentaire en France, elle est quand même animée, soutenue par une majorité de bénévoles. Donc il existe des territoires où il n'y a pas d'association, il n'y a pas de CCAS, ou en tout cas le CCAS ne peut pas couvrir toute la zone. Et donc on a mis en place un outil avec des étudiants d'AgroParisTech, qui est une cartographie des zones blanches, et qui nous permet d'étudier à la dimension d'une ville, d'une commune, d'une communauté de communes, d'un département, d'un quartier prioritaire de la ville, s'il y a une proposition d'aide alimentaire, qu'elle soit portée par les banques alimentaires ou par d'autres acteurs. Et cette cartographie, aujourd'hui, elle nous permet de co-construire des projets, justement de distribution et d'accompagnement social, comme par exemple les dispositifs itinérants. On en a plus de 25 aujourd'hui qui sont portés par les banques alimentaires, mais très peu, mais portés par la Croix-Rouge, par l'Ordre de Malte et par d'autres réseaux, par le Secours catholique également, et qui nous permettent d'aller vers les personnes en situation de précarité. Je lisais il n'y a pas très longtemps que le kilométrage moyen pour aller faire ses courses en zone rurale, c'est 24 km.
Donc voilà, il faut, on connaît le coût de l'énergie aujourd'hui. S'il faut faire 24 km pour aller faire ses courses et qu'on n'a déjà pas les moyens de le faire, on y va 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec les difficultés qu'on connaît, et bien là c'est l'inverse, on va vers les personnes. Et ça c'est je dirais un changement majeur dans la manière de concevoir l'aide alimentaire. Et puis on a effectivement, notre projet est basé, vous le savez, sur le gaspillage alimentaire. Ça nous vaut quelques critiques parfois. Et en même temps, aujourd'hui, c'est quand même ce gaspillage alimentaire une manière aussi très vertueuse de respecter l'environnement. Grâce aux denrées sauvées du gaspillage l'an dernier, c'est 300 000 tonnes de CO2 qui ont été évitées. Donc on essaye d'avoir à la fois effectivement des produits qui sont issus des dons, des produits qui sont issus des achats, et on en fait de plus en plus auprès de producteurs locaux. Je vous parlerai de 2-3 exemples très concrets. Et puis ce qu'on appelle le don volontaire, c'est-à-dire des producteurs agricoles, des industries agroalimentaires très locales, qui décident qu'une partie de leur production va être dédiée aux dons et dédiée à une association d'aide alimentaire. Et ça, on le développe de plus en plus. Et puis enfin, il y a le volet de l'insertion professionnelle, de l'inclusion aussi par l'activité économique. On a aujourd'hui 8 chantiers d'insertion. Il y a un petit écho. Par rapport à d'autres acteurs, et je sais que les Restos du Cœur en ont beaucoup plus que nous. En tout cas, on a aussi la conscience que l'aide alimentaire peut être vraiment un vecteur d'insertion professionnelle et de formation. Et donc des personnes qui sont très éloignées de l'emploi viennent se former chez nous, au métier de la logistique notamment. Et ça leur permet de reprendre après confiance et pied à l'étrier. Alors rapidement, les 2 défis qui nous attendent et qui sont déjà devant nous et sur lesquels on travaille, bien évidemment, c'est de garantir une aide alimentaire durable, plus locale et de qualité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Toutes les actions qui sont menées par les BA aujourd'hui, elles sont basées sur des recommandations du PNNS. Donc on a notre fameux camembert nutritionnel et on essaye, au travers de ce camembert, d'avoir des approvisionnements qui soient le plus... en tout cas, qui s'en rapprochent le plus. Et à titre d'exemple, en 8 ans par exemple, notre part de fruits et légumes redistribués à nos associations partenaires est passée de 18 à 24%. Alors on est encore loin de la cible des 33, mais en tout cas on y travaille. Et puis c'est aussi pour favoriser cet approvisionnement, et bien développer des partenariats interassociatifs et avec le monde agricole dont je parlais tout à l'heure. Et Dorothée Briomont vous en parlera mieux que moi lors de son intervention. Eh bien, c'est comment? Aujourd'hui, c'est au travers d'ateliers de transformation. Ce qui nous est donné, ou ce qu'on a acheté, afin d'avoir une aide alimentaire qui soit plus vertueuse, de qualité et plus diversifiée pour les personnes qu'on accompagne, eh bien, c'est de les transformer dans des ateliers. Et donc, on va aller récupérer des produits qui sont en surproduction. Et je vais vous donner un exemple dans l'Aude, par exemple, avec la Banque alimentaire de l'Aude, les CUMA, donc les coopératives d'utilisation de matériel agricole, et une maison paysanne. On a mis nos forces en commun, on a acheté des denrées alimentaires, des produits auprès de cette maison paysanne. L'outil de transformation des CUMA nous a été mis à disposition et on a pu créer comme ça des soupes, des compotes et d'autres produits à base de fruits et de légumes locaux. Soutenir la filière, ce qu'on a acheté et en parallèle ils nous ont donné. Un autre exemple, on a un très beau projet à La Réunion. Et là aussi, c'est vraiment un projet de co-construction autour de l'aide alimentaire et de l'alimentation durable. On s'est associé avec la Chambre d'agriculture, avec des agriculteurs locaux, et puis la Banque alimentaire de La Réunion a un outil de transformation. Et afin d'apporter des ressources supplémentaires, complémentaires aux agriculteurs qui, effectivement, vendent leur production, mais qui ne sont pas toujours achetés au meilleur prix, nous, on leur donne notre outil de transformation, de manière à ce qu'ils puissent transformer des produits et les vendre. Et donc c'est une manière d'avoir des ressources pour eux complémentaires de leur activité de production, et en échange de cette mise à disposition, une petite part de la production est donnée à la Banque alimentaire. Voilà, donc on réinvente en fait ce modèle de solidarité. Et puis on a les glanages, les opérations de glanage, on en a une il n'y a pas très longtemps avec Solal et avec le Secours catholique, qui nous a permis de récolter 500 tonnes de radis. Mais là aussi, c'est avec des bénévoles des banques alimentaires, avec un producteur, avec des personnes qui sont accueillies dans les associations, et de créer du lien social autour
de cette action d'aller chercher des denrées et des produits auprès des agriculteurs. Et le deuxième défi, et j'en terminerai là, c'est l'accompagnement social par l'alimentation. Notre projet associatif, il est basé sur ces deux pieds, l'aide alimentaire et l'accompagnement social. Je crois que la loi Egalim vraiment a réaffirmé encore une fois, et de manière plus fortement, que toute aide alimentaire doit être assortie d'une action d'accompagnement. Et on le voit chez nous, puisqu'on a interrogé les bénéficiaires de l'aide alimentaire qui viennent dans nos associations partenaires, et pour 66% de ces personnes, c'est très important ou important d'être accompagné. Donc on voit bien que ça dépasse effectivement le fait de venir chercher un colis, mais simplement d'avoir un sourire, d'avoir un accueil café, de pouvoir effectivement avoir accès après à des ateliers, que ce soit autour de l'emploi, autour de l'alimentation, etc. Cette clé de voûte de l'accompagnement social, elle est plus que jamais nécessaire. Et puis, pour finir, et je conclurai là-dessus, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du chèque alimentaire ces derniers mois. Les banques alimentaires se sont mobilisées dès le mois de décembre 2020 avec les conclusions de la Convention citoyenne, qui ont partagé quand même les objectifs. En tout cas, d'avoir une alimentation qui soit plus durable, un accès à l'alimentation pour les personnes précaires qui soit plus diversifié. Mais on a une vigilance, c'est que cette aide alimentaire par des chèques alimentaires, elle ne monétise pas justement l'accompagnement social. Elle ne minimise pas ce qui fait aujourd'hui la richesse de notre pays. Ce sont ces bénévoles, ces salariés qui accueillent les personnes en situation de précarité dans les lieux d'aide alimentaire. Et puis c'est peut-être d'aller encore plus loin dans ce qu'on peut faire et nous donner les moyens. C'est d'avoir une partie de ce budget des chèques alimentaires qui soit alloué au réseau d'associations habilitées. Donc je ne parle pas pour les banques alimentaires, je parle pour les réseaux d'associatifs habilités. Qu'il y ait une partie de l'allocation de ce budget du chèque qui leur soit donnée pour qu'on puisse acheter localement et soutenir les filières agricoles locales de cette manière-là. Parce qu'on sera d'autant plus vertueux si on arrive effectivement à soutenir les filières, donner une aide alimentaire de qualité diversifiée et accompagner les personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc c'est Dorothée Briomont qui va prendre la suite pour Solal. Solal, ça veut dire solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. C'était Angélique Delahaye qui devait initialement qui était sur le programme, mais comme elle est productrice agricole, si j'ai bien compris, eh bien, ce qui est normal, puisqu'elle s'occupe de Solal, eh bien, elle a du travail sur son exploitation qui n'était pas prévu, et donc elle n'est pas avec nous, mais je pense que ça vous fait plaisir de la remplacer. En tous les cas, c'est inégalable, parce que quand Angélique prend la parole, c'est quand même très émouvant. Voilà, je vais essayer d'être le meilleur porte-parole, donc merci beaucoup. Merci Daniel d'inclure Solal dans vos débats. Écoutez, Solal, en fait, c'est né d'une indignation en 2013 d'un monsieur dont la photo est en haut de l'escalier, donc si vous ne l'avez pas vu en descendant, vous la verrez en sortant, qui s'appelait Jean-Michel Le Métayer, éleveur laitier, et qui s'indignait en disant « Je ne supporte pas de voir des gens qui ne mangent pas à leur faim dans mon pays. » Voilà. Du coup, je vais vous la faire vite. Solal, c'est la contribution finalement du secteur agricole à la lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire. C'est une organisation sur mesure des dons des acteurs agricoles, donc ça peut être un agriculteur, une coopérative, un marché de gros, un grossiste, enfin un magasin de producteurs, un magasin de coopérative, vers les associations d'aide alimentaire, dont les banques alimentaires. C'est aussi un focus sur les produits frais et c'est la gratuité de ce service pour le donateur comme pour l'association qui reçoit. Nous avons aussi dans nos statuts, depuis notre naissance en 2013, inclus les associations dans ce qu'on appelle nous un comité de liaison qui fait qu'au moins 3 fois par an, nous nous réunissons pour, d'un côté comme de l'autre, partager les contraintes, faire un point sur les productions, recueillir l'expression des besoins de nos partenaires associatifs. Voilà. Donc finalement, depuis 2013, alors nous restons humbles, hein, parce qu'évidemment c'est une petite contribution, nous avons collecté 28 000 tonnes, ce qui est l'équivalent de 56 millions de repas. Et oui, alors il y a juste une... Voilà, c'est 98% de produits frais. C'est la réponse de Solal
aux besoins, et Laurence Chantier l'a bien rappelé, se rapprocher le plus possible des recommandations du PNLS. C'est nous aussi ce qui nous anime. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, nous avons distribué 85 variétés de fruits et légumes. Ce qui doit être assorti de conseils culinaires, bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, pour évoluer et répondre à la montée de la précarité, nous sommes aussi... Oh là là, je me suis spoilée toute seule. Nous avons créé 9 antennes régionales avec le soutien du ministère des Solidarités et de l'Agriculture pour effectivement renforcer les dons de proximité. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Solal, quand il y a une grosse production dans une région, organise aussi la distribution vers d'autres régions, contribuant ainsi à la diversité des produits qui sont donnés. C'est toujours intéressant de faire monter du melon dans le Nord, sinon je pense que nos concitoyens n'en auraient jamais. Voilà. Mais c'est pas valable pour l'endive qui s'arrête à la Loire, hein, parce que dans le sud, on préfère la mâche, je crois. Alors, ensuite, nous organisons de nombreuses rencontres. Laurence Chantier en a parlé, et notamment des glanages, ce qu'on appelle solidaires, c'est-à-dire que ce qui est glané, alors ça peut être des étudiants, des étudiants, je les appelle comme ça, ce sont des étudiants des lycées agricoles, de maisons familiales et rurales, ça peut être aussi des personnes en insertion, des bénévoles associatifs bien évidemment. Et en fait, ce qui va être cueilli va être destiné à l'aide alimentaire. Voilà. Donc nous, on a écrit une charte qui rassure le producteur et qui permet aussi de rassurer l'association, parce qu'il y a des droits et des devoirs de chaque côté, mais ça fonctionne bien. On en a organisé plus de 70 en 2021, et c'est juste pour nous, on est passé de 8 en 2020 à plus de 70 en 2021. Donc pour nous, c'est quand même un gros succès, et je dois dire que je n'y croyais pas vraiment, parce que c'est très dur à organiser un glanage. On ne peut pas décider une date précise, ou alors si on décide une date précise, il faut prendre le risque que ce soit annulé à cause de la météo. Il n'empêche que, ça j'ai trouvé ça très intéressant, dans une région, effectivement il n'était plus possible de de glaner les pommes de terre, parce qu'il n'avait plus, donc c'était plutôt du jus de pommes de terre. Et bien la rencontre a quand même eu lieu, à la fois avec les associations, les lycéens et le producteur, et ils ont travaillé, ils ont échangé sur la notion de précarité et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Nous avons aussi... Alors la carte bleue, je n'appuie pas assez fort, et là j'appuie trop fort. Alors... ce qu'on développe aussi, notamment lors des journées nationales du don agricole qui ont lieu en tout le mois de septembre, ce sont des rencontres. Là, vous avez le cas d'une visite d'une épicerie solidaire par des agriculteurs donateurs. Donc nous, on y tient, on veut que le pont soit fait. Et inversement, là je fais tout doux. Voilà. Inversement, des personnes accueillies par les associations, donc avec les bénévoles, sont venues visiter. Là, vous avez une légumerie, et c'est conversation autour du poireau. Voilà, et donc en fait ce que je voulais apporter aussi comme témoignage, c'est celui d'Angélique Delahaye, qui est maraîchère à Tours, et qui a développé les glanages, alors avec les bénévoles des banques alimentaires, mais aussi des restos du cœur, et ce sont des personnes en insertion. Et ce qui est très intéressant, c'est de l'entendre, donc je vais essayer de restituer ses propos et son expérience. Ce qu'elle dit, ce qui est intéressant finalement, c'est le café après le glanage. Parce qu'elle a vu dans le temps les personnes, vous le disiez, se redresser, échanger autour des recettes. Bon, elle produit du fenouil, donc nous on a déjà entendu des antennes associatives. C'était pas les BA, ni les restos. Nous dire, moi j'aime pas le fenouil, donc j'en prendrai pas. Oups, alors dire ça à sa présidente quand elle donne plusieurs panottes de fenouil, c'est un petit peu dur. Mais justement là, ils ont échangé autour de recettes. Ah bon, vous le faites comme ça et moi je le fais comme ça. Donc voilà, ça tisse aussi du lien dans tous les sens. Et je crois qu'elle recommence cette année parce qu'elle a trop aimé. Voilà. Pour contribuer au débat de ce jour, je voulais vous partager quelques orientations fondées sur notre retour d'expérience. Ce qui est important pour nous, c'est l'humain. Alors bien évidemment, comme tout le monde, on a numérisé, mais on se rend compte que de toute façon, d'un côté, on a des hommes et des femmes, et de l'autre, on a des hommes et des femmes. Donc, nous, c'est important, et dans nos évolutions, on gardera toujours
cela comme un fondamental. Le don, alors c'était pas prévu au départ, on a fait quelque chose d'extrêmement opérationnel en 2013, on gérait le don. C'était pas prévu, mais on a senti une petite musique monter, c'est-à-dire à la fois pour le donateur, à la fois pour le bénévole de l'association ou le chauffeur-livreur qui venait collecter les produits à l'exploitation. Il y a une rencontre qui a lieu, et donc ça c'est très important. Point également que je voulais vous soumettre, développer l'éducation alimentaire. On ne jette pas ce qui a de la valeur, mais aussi faut-il savoir quelle est la valeur. Et là, les associations comme les banques alimentaires développent des ateliers de cuisine, et ça pour Angélique c'est extrêmement important. Elle dit toujours que sa grand-mère lui a appris à commander les restes, et donc voilà, c'est ancré, c'est son ADN. On aimerait aussi expérimenter l'affichage de l'origine des produits et des agriculteurs donateurs dans les centres de distribution alimentaire. Donc ça se fera et ça se fait en réflexion avec nos partenaires. Il nous semble important qu'il y ait entre guillemets une traçabilité du donateur, justement pour enclencher ce lien humain. Et puis je vais me risquer aussi à quelques contributions autour de la réflexion sur le chèque alimentaire. Donc bien évidemment c'est en complément des associations, ça me semble indispensable. Ce que nous disons aussi c'est que voilà, ce serait plus intelligent de cibler des produits français pour ne pas appauvrir les agriculteurs français, même si c'est difficile, mais il y a des techniques qui devraient le permettre. Et bien évidemment, garder la possibilité de choisir pour les personnes destinataires du chèque. Et là aussi, je vais juste terminer par cette expérience de notre présidente, Angélique Delay, qui a été maire à Saint-Martin-le-Beau, et qui avait le souci de ne pas stigmatiser les personnes en précarité, et qui, elle, via sa mairie, avait fait des comptes chez les commerçants du village, les artisans commerçants, donc d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que ça soutenait effectivement le commerce local, et donc les personnes arrivaient et on ne leur disait pas vous aurez droit à 3 saucisses, etc. Donc ils avaient la possibilité, c'était discret, ça s'inscrivait sur le compte et la mairie passait derrière. Voilà. Mais écoutez, voilà, j'espère que je vous aurai emmené dans l'aventure Solal. Et puis, écoutez, j'espère qu'on pourra refaire un point en ayant couvert toute la métropole et en ayant encore plus de... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette introduction, je pense qu'il permet déjà d'avoir une vision d'ensemble et de voir où les problèmes sont et les choses qui sont devant nous. Peut-être il y a déjà des questions, on va les réserver pour un peu plus tard, vous restez avec nous bien sûr. Donc maintenant je suis très heureux d'accueillir France Caillavet, qui est directrice de recherche à l'INRAE, qui est membre du conseil scientifique du Fonds français pour l'alimentation et la santé et qui est un des piliers du groupe Solidarité et Précarité Alimentaire. Donc, tu es dans le groupe depuis le début, si ma mémoire est bonne, et qui va nous présenter les travaux qui ont été réalisés et soutenus par le Fonds français sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, et puis qui va esquisser l'organisation et les thèmes qui seront le plan de programme qui va être suivi pour le reste de l'après-midi. Voilà. Donc ce groupe existe depuis de nombreuses années et organise effectivement des événements et finance des projets qui aboutissent à des conférences. Et par exemple, on a, dans un premier temps, on s'est intéressé aux interventions très ciblées, aux interventions de terrain qui permettraient effectivement d'être retransmises ou d'être reproduites dans d'autres contextes. Et puis, donc en 2019, on a eu 3 conférences. Et puis, actuellement, on a désiré lancer des réflexions sur des modes d'intervention qui étaient plus globaux et pour considérer d'une autre manière les interventions possibles et les politiques possibles d'aide alimentaire. Alors, dans ce contexte qui a été décrit par les interventions précédentes, donc la croissance des populations d'insécurité alimentaire, due ou pas de toute façon à la crise sanitaire qui n'a fait qu'aggraver une tendance qui était déjà en place,
et le constat que les politiques publiques et les ressources de l'aide alimentaire sont tout à fait insuffisantes pour faire face à cet afflux de population d'insécurité alimentaire. Donc, dans cette perspective, ce groupe du FAS a désiré demander un rapport d'une étudiante de l'Université de Toulouse, une étudiante en master, je crois qu'elle est là, merci Baratelli. Et donc ce rapport visait à mettre en perspective les politiques de lutte contre la précarité alimentaire en répertoriant d'une part les modalités d'intervention globale, qui améliorent les dispositifs existants ou qui sont en débat, et à recueillir les perceptions et avis des acteurs qui sont dans le champ de la lutte contre la précarité alimentaire. Donc, quelle a été la méthodologie et les acteurs interrogés pour ce rapport? Donc, il y a eu un travail de bibliographie et de benchmark sur les interventions globales de l'aide alimentaire relevées en France et à l'international, et puis une série d'entretiens qui ont été réalisés auprès des acteurs dans différentes sphères, donc au niveau des pouvoirs publics, d'experts scientifiques, d'acteurs de terrain et des industries agroalimentaires. Donc on a ouvert là un champ assez riche de perceptions différentes. Et la grille d'entretien sur la perception de ces acteurs portait sur 3 aspects de la lutte contre la précarité alimentaire, donc sur le dispositif existant de l'aide alimentaire, sur les politiques alimentaires en place en France et à l'étranger, et sur la notion émergente de sécurité sociale de l'alimentation. Alors, voilà. Alors, quels ont été les types d'interventions et les politiques relevées dans cet inventaire? Alors, il y a les politiques de prix des produits alimentaires, soit par des subventions qui sont ciblées soit sur une partie de la population, comme en Inde ou au Mexique, soit sur l'ensemble de la population, comme par exemple l'Égypte. Et il n'y a pas pour l'instant de politique de prix dans les pays développés. Et des politiques contre le gaspillage alimentaire qui approvisionnent l'aide alimentaire, et ça c'est le cas de la France avec la loi Garot et Egalim. Sur des interventions relativement fréquentes que l'on trouve dans les autres pays, ce sont les dispositifs de chèque alimentaire, ce sont les food stamps aux États-Unis, plusieurs pays en Europe qui organisent ce genre de dispositifs, et y compris des pays en voie de développement comme Sri Lanka, Mongolie, donc dans des contextes tout à fait différents. Et puis également des programmes dans la restauration collective scolaire qui sont assez répandus et que l'on trouve dans les pays développés aussi bien en Europe que hors Europe, et puis dans des pays en développement comme le Brésil. Donc en définitive, ce sont des... Ce sont des types d'interventions assez divers, mais avec quand même des interventions qui sont nettement plus, disons, qui sont utilisées de manière assez générale dans plusieurs pays. Donc, au niveau des perceptions des acteurs, elles ont été recueillies donc sur les dispositifs existants, et les problématiques identifiées ont été les problèmes de coordination entre donateurs et associations, les disparités territoriales, un décalage entre les pratiques et les représentations, et ça c'est un petit peu les tensions entre les nouvelles structures de l'aide alimentaire et les structures historiques, un fonctionnement propre à chaque structure sur le terrain, donc vraiment des situations très diverses, et puis dans tous les cas, il a été déclaré et constaté que ce fonctionnement rencontrait nombre d'obstacles. En ce qui concerne les perceptions et les enseignements des différents dispositifs et les perspectives, en fait, le dispositif global de l'aide alimentaire a été jugé en pleine évolution et avec une certaine demande ou une certaine vision d'une application plus forte de l'État. La crise sanitaire a donné naissance à de nouvelles initiatives, la question étant est-ce que ces nouveaux modes d'intervention vont-ils pouvoir durer au-delà du moment de crise dans lequel elles ont émergé. Alors, le dispositif de chèque alimentaire a été bien reçu par la plupart des acteurs, avec cependant un bémol très important, c'est qu'il ne se suffit pas à lui-même et il doit être absolument accompagné, inscrit dans un contexte beaucoup plus large.
Les politiques de restauration collective scolaire ont été jugées de manière tout à fait bonne et efficace, avec l'idée, la proposition de le généraliser à l'ensemble de la population, c'est-à-dire un mécanisme de restauration collective qui s'adresserait à tous. Alors les politiques de prix des produits alimentaires, au niveau général, elles sont très difficiles à mettre en place, vu le nombre d'acteurs impliqués. Et par ailleurs, si on fait des subventions ciblées à une certaine population, il y a les risques de stigmatisation qui sont bien connus parmi les acteurs. Et puis, pour finir, sur le dispositif de sécurité sociale de l'alimentation, qui n'est pas un dispositif d'ailleurs, qui est un projet, donc a été reçu comme un projet ambitieux et prometteur, qui rejoint en fait le droit universel à l'alimentation, et sur lequel, pour l'instant, on n'a pas de grande expérience à mettre, ou du moins qui n'est pas, disons que dont les modalités de mise en place ne sont pas répandues au niveau des débats et peu connues. Voilà, donc dans ce contexte, quel est le programme de cette conférence? Donc l'objectif a été vraiment de réunir les acteurs de l'aide alimentaire, à la fois sous forme d'intervention et sous forme de table ronde. C'est-à-dire qu'après l'introduction que vous avez eue sur l'évolution du système actuel d'aide alimentaire, on s'est proposé de réfléchir sur les démarches d'amélioration de dispositifs existants, avec les exemples donc, de la restauration scolaire et du chèque alimentaire. Et puis, envisager donc, des politiques plus globales de l'alimentation et donc les politiques de sécurité alimentaire durable et, dans un second temps, les politiques ou le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, en route pour les débats.